Cyril, Rémi! dis-moi, est-ce que tu as la foi dedans ton cœur? I got faith of the heart. Na, 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 na. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Trek in Storia. Salut Cyril, comment ça va? Bah écoute, je suis très gêné par ta petite impro là, mais vraiment, donc ça va avec la gênance. Alors oui, des fois, tu vois, c'est l'été qui arrive, je me lance dans des odes lyriques, dans des lancers lyriques, et du coup peut-être que vous avez entendu, auditeurs, auditrices, j'ai les fenêtres ouvertes parce que je suis en Occitanie, hein, Ah, et et pas au nord du Massif central. les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait très chaud, et je ne suis pas dans mon environnement d'enregistrement habituel. Donc vous risquez d'entendre. Je vais essayer de jouer avec mon push-to-talk pour qu'on n'entende pas les camions lorsqu'ils vont passer. Désolé, je présente mes excuses. Ça risque de foirer. Donc, comme vous l'avez entendu dans l'introduction de cette émission, Cyril ce soir va nous parler, ce soir ou ce jour, puisque c'est un podcast et que vous l'écoutez probablement dans vos transports le matin pour aller au travail. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Soyez productifs. Faites gagner de l'argent à votre patron ou votre patronne. Tu vas nous parler, Cyril, ce soir de Star Trek Enterprise et de sa production. Très bien, Quark. Alors, oui, Tu sais, effectivement. attends, non, excuse-moi, je dis ça parce que j'ai vu passer un mème. Alors non, c'est pas vraiment un mème, c'est une vraie chose. Apparemment sur M6, tu sais, on peut envoyer pour le 20h de M6, on peut envoyer des questions par SMS. Et il y a un patron qui a envoyé un SMS en disant: est-ce que je peux faire travailler bénévolement mes employés pour augmenter la productivité en France? Oui, on appelle Et ça un stage. non mais on appelle ça de l'esclavagisme. Enfin, ouais, bon, bref. On n'est pas encore dans le monde utopique de Star Trek où les gens Ouais. sont heureux de travailler. Heureux. Non mais oui, on peut être heureux. Bon, bref, Là, on désolé, va dans le désolé. désespoir. Ouais, On va dans le excusez-moi, désespoir aujourd'hui. j'ai fait un très mauvais démarrage. Je présente toutes mes excuses. Vas-y Cyril, parle-nous de Star Trek Enterprise. Les enfants, il est 20h, on n'est pas encore bourré. C'est mieux quand on enregistre bourré, je vous jure. Alors, Star Trek Enterprise est une série de 98 épisodes qui a débuté le 26 septembre 2001. Elle a débuté, donc c'est une série presque, oui, c'est carrément une série post-11 septembre. C'est assez important de le dire. Ça aura une petite importance pour la suite de ce qu'on Eh va oui. raconter. C'est une série qui arrive quelques temps après Voyager, qui se finit de mémoire en 2001 aussi, cette série Voyager. Et c'est une série Enterprise qui est donc là pour prendre la suite de Voyager. Donc on est sur presque déjà une décennie, voire déjà 15 ans de série Star Trek sans discontinuité. Hmm. Ça aussi, c'est important pour la production de Star Trek Enterprise, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Star Trek Enterprise tout de suite, mais Enterprise tout court. Ça a une importance, vous verrez plus tard pourquoi. Eh oui, oui. Donc, UPN demande au fameux duo Rick Berman et Brandon Braga de réaliser cette 5e série, de la produire, pardon. Et l'idée, c'était de continuer à surfer sur le succès de DS9 et le demi-succès de Voyager. Et là, une question se pose, est-ce qu'on fait une série qui continue l'intrigue, donc tout de suite après Voyager, ou est-ce qu'on part sur quelque chose de totalement différent? Et en fait, ils voulaient partir sur une préquelle. Une préquelle, alors au début, ça aurait pu être une préquelle sur certains grands personnages de Star Trek, l'Académie de Starfleet, ou même, il a été évoqué un temps dans les légendes de faire une série sur Sulu, mais du coup, c'était plus trop une préquelle si c'était sur Capitaine Sulu. Et donc, l'idée, c'est de faire une série sur ce qui se passe 20 ans après Star Trek First Contact. 20 à 30 ans après First Contact, donc une suite à First Contact, et qui est donc une préquelle, je ne vais pas arrêter de le dire, ce qui amènera la Fédération des Planètes Unies et Starfleet. Donc on est 20-30 ans après Premier Contact, First Contact, et donc le départ du Phoenix et de Zefram Cochrane, et on est carrément 100 ans avant la mission quinquennale de Kirk, Spock et McCoy. Sauf que le pitch, quand il est évoqué, déjà, la chaîne UPN, enfin le réseau UPN n'est pas super chaud. Il trouve que c'est assez casse-gueule de faire un préquel.
surtout que ça peut aller à l'encontre du canon. Bah, La première, c'est un problème qu'on peut rencontrer dans de nombreuses œuvres de manière générale, même dans les films. Très souvent, les préquels font des problèmes de soucis de continuité. Et Enterprise va en rencontrer quelques-uns, Discovery en rencontre quelques-uns, et même dans les séries de films, j'ai perdu des exemples, mais Star Wars. tiens, Underworld 3. Oui, dans Star Wars. Mais non, dans Star Wars, ils ont fait. Ah oui, Restons si, dans la oui. qualité, s'il Même, te plaît. même dans Star Wars, Euh, ça. dans, Ben dans non. Star Wars, ça a complètement détruit le personnage iconique qui était Dark Vador, Ouais, en lui non. donnant un conseil, quoi. Ouais, mais là, pour le coup, c'est parce que c'est une origin story. Après, dans la continuité, je trouve que c'est assez bien imbriqué, je trouve, par rapport Oui, à la ça série passe, origine. mais par exemple, Non, on mais débat oui, sur Star je Wars, vois ce que mais tu veux dire. Mais bon, ok. voilà. Underworld Et tu 3, donc. Ah non, pardon. Du coup, bon, alors voilà, comme je le disais tout à l'heure, on est une trentaine d'années de tête par rapport à First Contact. Non, même 30, 40 ans, je crois même, par rapport à First Contact. Et 100 ans avant les aventures de Spock, Kirk et McCoy. L'idée, donc, c'était d'explorer une époque qui n'avait jamais été explorée, de la développer. Et surtout, c'était pour ça aussi que l'époque a été choisie, d'avoir une époque plus proche du public, avec des personnages plus proches du public, moins parfaits, moins aussi civilisés qu'on a pu le voir dans TNG ou dans Voyager. Donc des humains qui nous ressembleraient un peu plus, qui auraient un peu plus nos réactions face à l'inconnu. On vise clairement l'américain moyen. Ça a été aussi un des problèmes de la C'est- série, ce côté très américanisant, moraliste et qui se retrouvait pas d'ailleurs dans les autres Star Trek, qui était plus diffus dans les autres Star Trek. D'accord. Voilà. L'idée initiale, donc, c'était en fait carrément, tu vois, pour un peu briser encore les codes, c'était que la première saison se déroule presque entièrement sur Terre. En gros, donc le premier épisode, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez un Klingon qui s'écrase sur Terre, qui dit un mot et personne ne comprend, et on va dépêcher le futur capitaine de l'Enterprise pour qu'il ramène ce Klingon chez lui. Ça, c'est le premier épisode. Or, dans le projet initial, c'est que tout ça dure presque une saison ou une demi-saison, et qu'en gros, pour préparer son vaisseau qui est encore au quai, chaque épisode nous aura présenté un personnage, une problématique et nous aura donné une intrigue. Donc là aussi, en termes de briseur de code, par rapport à Voyager qui était avec des épisodes un peu standalone, là on était sur un truc très sériel d'entrée de jeu. Pour le coup, là, ça aurait pu être intéressant, mais par contre, c'est extrêmement casse-gueule. Casse-gueule. Parce que Ouais. c'est très compliqué d'attacher quelqu'un en lui disant le personnage du jour. Aujourd'hui, on va vous présenter Oshisato. Voilà. Aujourd'hui, on va vous présenter Reed. Ça aurait été un peu relou, un peu redondant, sauf s'il y a une qualité d'écriture exceptionnelle. Mais déjà, c'est compliqué de faire plus de, je sais pas, 3, 4 épisodes. Il y aurait eu un Enfin, peu plus aussi de rapport entre les Vulcains, qu'on va en parler tout à l'heure, mais des Vulcains qui nous ressemblent pas ouais. et bref, et pas mal de choses. Bref, l'idée a été carrément rejetée par, encore une fois, UPN. Et vous allez voir que c'est un des gros problèmes de la série, c'est qu'elle a toujours dû se battre avec son diffuseur. Alors que Voyager, DS9 ou même Enterprise étaient plutôt soutenus par rapport au choix qui était fait, étaient plutôt soutenus par les télés qui diffusaient, quoi. Donc ça, c'est un gros problème d'Enterprise et ça va lui jouer des tours. Autre chose qui a été rejetée, enfin, qui a été rejetée, qui n'a finalement pas été développé, c'est que le personnage Vulcain avec lequel le capitaine interagit, qui est donc aurait dû être un personnage qu'on connaissait de TOS, qui était le personnage de Typo, mais jeune. Typo, pour ceux qui ne remettent pas du tout, c'est Ah ouais, cette je sais vieille pas. prêtresse vulcaine qui Ah, officie, voilà, qui officie lors de l'épisode Amok Time, ouais, du où, Ponfar. voilà, où Spock a son phare, quoi. Et Ah, en fait, excellent personnage. Enfin, on le on voit aurait qu'une fois, hein, dû, mais elle aurait dû être le personnage vulcain central. On la retrouvera dans la saison 4 ou 3 d'Enterprise, de toute façon, ce personnage. Et d'ailleurs, en faisant les recherches, j'ai compris que ce personnage avait un rapport avec cette prêtresse, quoi. Et ça, c'est aussi un des problèmes d'Enterprise, c'est qu'en fait, il essaye de garder une sorte de continuité, mais des fois, c'est tellement mal fait qu'on passe à côté, quoi. Voilà, donc j'ai parlé de tout ça. Donc, Typo deviendra T'Pol. ouais. T'Pol aussi, qui est un personnage qui vaut ce qu'il vaut, qui est une lignée. Ouais, elle va en s'améliorant. Bon, ça démarre En pas. fait, C'est tout pas à l'heure, j'ai foufou. regardé quelques épisodes en VO. Je me suis dit, tiens, en VO, peut-être que la VF la dessert, hein. Et j'ai trouvé quand même qu'en VO, elle avait. C'était pas tout Vogue, tu vois. Bon, alors Spock, effectivement, le personnage a pu évoluer en fonction des décennies, quoi. Mais c'était pas.
c'était pas tout vogue, tu vois, pour un autre référent. Il y avait pas d'intonation. Il y avait très peu de choses. Même si au casting, elle a dit que son personnage préféré, c'était Spock, quoi. Tu sens qu'elle a été... Après, et bon, puis, on va dire que non, elle a Jolene été choisie pour Bladdock, ce c'est casting, pas quoi. non plus, voilà, elle a fait Star Trek Enterprise et Starship Troopers 3 Stargate. ou 2, je sais Et plus quoi. Stargate aussi, ouais. Elle a joué dans Stargate? Elle a fait pas 2-3 épisodes dans Ah, Stargate. Elle joue alors la chef de pardon. Goa'uld de femme. D'accord. Bon, Voilà. je connais très peu hein, Stargate. Je le regardais tous les jours, mais j'ai jamais vraiment. Je regardais sans suivre. J'ai jamais vraiment bien enregistré les choses. Mais d'ailleurs, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais de ce parallèle entre Stargate et Star Trek Enterprise, qui sont relativement proches Oui, c'est des séries de dans les millennials, ça. constructions. Ouais. Ouais, c'est une série de millennials, ça. Et je me dis que Et puis, si Star Trek, pardon, Enterprise avait eu le contrat avec M6 à la place de Stargate, peut-être que en France nous serions des plus des nombreux, trekkies. ouais, Bah, j'en et parlais nombreuses. l'autre jour avec Beau Parleur, qui est une chaîne YouTube. Ah, excellent. Ouais, et donc, en Bonjour, beau septembre, parleur. il y a une émission spéciale autour de J'aime Star bien ce Trek, que tu et on fais. en parlait. On en parlait justement parce que ce fanboy. On en parlait. Si effectivement, par exemple, M6 avait misé sur Enterprise à l'époque, peut-être que bah, la série aurait eu une espérance de vie un peu plus longue, parce que la France, niveau série, c'était pas rien déjà à l'époque. C'est-à-dire que si TF1 ou M6 investissaient dans un programme, le programme pouvait être annulé aux États-Unis. Il y avait de grandes chances qu'il soit repris par bah, une production franco-canadienne ou Hmm, franco-européenne, comme ça se faisait souvent. hmm, Notamment Highlander avait bénéficié de ça, quoi. hmm. C'est une série franco et plein de pays derrière Ouais. accrochés, quoi. Bref, effectivement, c'est un choix qui n'avait pas été fait et M6 avait préféré miser sur Stargate. Mais oui, t'as raison, si ça avait été diffusé dans la trilogie du samedi, on aurait plus de Trekkies un peu partout. Mais voilà, cette série, elle joue de malchance sur plein de points. Dans ce que je voulais raconter aussi, pourquoi il y avait ce besoin d'aller vers une époque qui nous ressemble plus, parce que les scénaristes avaient évoqué un problème récurrent tous les Star Wars, tous les Star Trek, pardon, bien Ah ben sûr, bravo. qui était que, bah, en fait, pour les personnages comme Picard, Janeway, Riker, tout ça, bah, rencontrer des nouvelles espèces, c'était leur boulot, c'était leur routine, c'était ordinaire pour eux. Et ils voulaient que ça devienne pas ordinaire, quoi, qu'on ait des personnages qui soient avides de rencontres, qui soient avides de curiosité, parce que pour eux, ça sortait de l'ordinaire, tout ça. Hmm, Et c'est vrai que ça se ressent dans Enterprise, ce côté, dès qu'on rencontre un nouveau peuple, on est à fond, on leur pose plein de questions, on veut savoir plein de choses. ouais. Ken Picard va jouer ce qu'on lui a appris à l'académie, le protocole, faire les choses dans le bon sens, chose qui sera moquée notamment dans Lower Deck plus d'une fois, mais voilà, c'est moins extraordinaire. Il y avait ce côté de remettre l'extraordinaire au goût du jour. Et pareil, de faire voir un peu les origin story des rencontres. Bon, alors, avec les Vulcains, on les connaît, mais c'est des Vulcains très différents de ceux qu'on va connaître nous, qu'on a connus nous dans tout l'univers Star Trek. Des Tellarites qui sont souvent vus, évoqués, mais qui sont jamais vraiment approfondis. Là, il y a quelques personnages Tellarites dans la série. Des Andoriens qui sont dans la série, qui sont les Ouais. voilà, c'est vrai qu'on en avait très peu vu des Andoriens. Et là, on en voit beaucoup. On voit Andoria, on voit, bah, c'est un peu les Klingons pour TNG, quoi. On revoit aussi des Klingons avec la face de tortue. Pourtant, ça aussi des Klingons avec le maquillage qu'on connaît dans TNG et dans DS9. Et on va découvrir d'autres peuples, notamment les Xindi, peuple Ouais. fort intéressant. Et on va avoir une intrigue sur 4 saisons qui n'est jamais vraiment bien bouclée, bien réglée, mais qui va servir notamment à la dernière saison de Discovery, à savoir la guerre froide temporelle. Ah oui, oui. Oh là, j'avais complètement, Eh ben, j'avais complètement oublié que c'était le fil conducteur des 4 saisons. Bon, Enfin, la pas, série, oui. Oui, oui, non, mais c'est tout le problème de TNG, d'Enterprise. C'est qu'à chaque fois, tu oublies des trucs. À chaque fois, moi, je les regarde. Et tu sais qu'il y a des trucs, bah, on va le dire vraiment, il y a des trucs, j'ai toujours pas compris. ah. Il y a des trucs, j'ai toujours pas compris. Et c'était quoi que j'avais toujours pas compris? Que je me suis fait la réflexion. Il y a un peu de trois. Ah oui, tout l'arc Xindi, il y a plein de choses qui me sont passées à côté. Hein. Les créateurs des sphères, pourquoi est-ce qu'ils font Ils ont ça? beaucoup complexifié Ouais, l'histoire l'intrigue. là-dessus sur Et cette troisième saison. C'est un peu dommage. Après, ça a quand même
participer à l'approfondissement de la série de manière générale, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment la série aujourd'hui grâce à cette 3e saison et sa complexité, parce que elle a quand même apporté beaucoup de noirceur. Bon, il y avait eu quand même de gros épisodes, on a parlé de sida, on a parlé de génocide, mais dans les 2 premières saisons, mais la 3e saison a quand même apporté un niveau de sérieux entre guillemets assez fort qui je pense participe aujourd'hui au fait que beaucoup de monde l'apprécie, même si une fois de plus c'est quand même une des séries les plus mal aimées de Star Trek. Ouais, mais enfin, comment dire, tu vois, heureusement qu'il y a eu Star Trek Online pour que je comprenne 2, 3 trucs sur les créateurs des sphères, quoi. On en revient là, heureusement que des fois il y a Star Trek Online pour te réexpliquer ce que tu étais censé avoir compris, qui était pas simple des fois. Après, on va en reparler du côté mal aimé et pas mal aimé. Il y a vraiment, c'est un déclencheur, Enterprise. C'est un déclencheur, ce qu'on connaîtra après, sur ce schisme entre les communautés de Trekkies, qui se confirmera après aussi dans les films de J.J. Abrams. Alors, on est aussi aux prémices de ce que sera la Fédération des Planètes Unies. C'est-à-dire que dans notre histoire, Starfleet, c'est un organe d'explorateurs. C'est pas très militaire. D'ailleurs, il y a des militaires très tard dans la série. Le vaisseau est à peine armé. Il a à peine il est là pour explorer. Il s'attend pas à se faire canarder tous les 2 épisodes, quoi. Oui, ils ont même pas de bouclier au début. Il y avait toute une histoire. Ils se font tirer dessus, ils sont morts, quoi. Ils polarisent la coque. Ouais. Et du coup, si j'avais mon Polaroid. Ouais, c'est une référence un peu obscure, celle-là. Désolé. Ouais, Et du coup, donc c'est dur d'être arrêté par ça à chaque fois parce que je sais jamais comment rebondir. Je t'avais manqué. Heureusement que j'ai mon vin pas loin. Alors, la série frôle déjà l'annulation à la fin de la 2e saison. Les dirigeants de la chaîne et notamment aussi Paramount demandent à ce qu'on modifie beaucoup de choses. Et il y a aussi une énorme campagne de mails qui est envoyée comme pour TOS pour sauver la série. Et ça marche. Donc la série est reconduite pour une 3e saison, mais à partir de là, presque tous les 5 ou 6 épisodes, l'équipe s'attend à ce que la série soit annulée, quoi. Et ça arrivera effectivement dès le début de la saison 4, où ils apprendront que c'est la dernière saison qu'ils font pour Enterprise. Ce qui leur permettra de conclure plus ou moins la série et de dévoiler et de faire une petite pirouette aussi pour le dernier épisode en nous dévoilant une petite easter egg qui était en fait tout au long de la série, à savoir l'identité du chef. Mais là aussi, ça peut être perçu de façon différente. Non? Je sais pas. Tu vois de quoi je parle? Le chef, le dernier épisode, le chef s'avère être William Riker. Le chef cuisinier. Ah oui, il y a un cuisinier dans l'Enterprise. Ouais, et alors? Et alors, dans le dernier épisode, ils nous parlent du chef, ils nous font voir le chef, et il y en a certains qui ont cru que Riker était en tant qu'observateur tout le long de la série. Parce que c'est le seul moment où on voit le chef, c'est dans le dernier épisode. Ah oui, que la série entière était la simulation de holodeck qu'avait fait Riker. Ouais. C'est un peu capillotracté, hein. Et Star Trekien. Mais oui, moi aussi, je suis Bon, après, qu'est-ce que ça change? Enfin. Non, ça change rien, mais c'était une bonne, tu vois, c'était de faire le lien avec le reste de l'univers. Ouais. Étant donné qu'ils étaient là pour explorer le début et que la série se finit avant qu'en fait l'histoire commence vraiment, c'est-à-dire qu'on attendait tous que l'histoire se commence par les guerres romulianaises, qui étaient au programme de la saison 5. Et là, ça se fait pas, quoi, finalement. D'ailleurs, dans ce qui était prévu pour la saison 5, il y avait d'ailleurs une chose qui est de l'ordre du mythe, mais qui ne l'est pas vraiment. Il y avait un crossover avec Doctor Who qui était en pourparlers, qu'on verra après dans les comics, mais il y avait vraiment un crossover étant donné que Doctor Who débarquait sur la chaîne. Et il pensait arriver à un moment essayer de faire un petit crossover. Voilà. Après, Russell T. Davies a dit que c'était que dans l'ordre. Ils en avaient parlé une fois entre 2 cafés, quoi, mais il y a peut-être des choses qui sont un peu plus abouties et qui ne sont pas faites, quoi. Ils auraient pu se faire de la thune. Ouais, et puis faire connaître un peu plus, notamment Enterprise, à un public, un public un peu plus européen. Parce que là aussi, on va en parler de comment ça a été diffusé, c'était un peu différent. La saison 5 devait aussi nous introduire, par exemple, la cité de Stratos, celle qu'on voit dans The Cloudminder, dans TOS. J'ai pas. Voilà, et nous introduire aussi, c'est une cité des nuages, ils vivent en haut, les mineurs, ils vivent bas, là. D'accord. Voilà. Et pareil, nous introduire un personnage félin qui était dans des Animated Series. Oui. Voilà. On aurait dû commencer à avoir des petites choses comme ça et avoir aussi la suite de tout ce qui se passe dans l'univers miroir
notamment suite à ce qui s'était passé dans la saison 4 avec l'avènement de l'impératrice Sato. D'accord. Et qui aurait pu faire un pont avec ce qu'on a vu aussi après dans Discovery, quoi. Et dernière chose super intéressante qui n'a pas eu lieu, comme il y avait une sorte de consultant vulcain pendant les 4 premières saisons, la saison 5 devait voir arriver aussi un consultant andorien. Shran aurait pris un poste de consultant andorien sur l'Enterprise. Ça aurait été cool. Parce que Ça Shran, aurait été- je crois que c'est le personnage le mieux développé. Non, bon, c'est très personnel tout ce qu'on dit, mais Shran, c'est un de mes personnages favoris de Enterprise, quoi. Il est... Non, mais t'as raison. En plus, on découvrait Andorien. Enfin, tu vois, c'est des peuples qui sont censés être fondateurs avec les Tellarites. Et tu vois, par exemple, les Tellarites, c'est un peuple qui est très peu développé dans Star Trek. Et c'est Ben un peuple heureusement qu'il y a fondateur. Enterprise avec quelques. C'est dans Discovery, non, qu'on voit un Tellarite chasseur de Oui, on primes. en voit dans l'univers miroir. Ah, dans Mais l'univers voilà, miroir. en plus, c'est même pas dans le. Il y en a même pas un sur la passerelle. Et tu vois, c'est des trucs comme ça, un peu relou, l'univers Star Trek. Et bon, bah là, ils ont développé les Andoriens. On en a vu pas mal de choses. On a vu aussi une chose intéressante, c'est par exemple les Vulcains qui sont quand même assez belliqueux. Et Pragmatique. donc, belliqueux, hein. À chaque fois, ils veulent foutre sur la gueule des Andoriens, carrément. Non, mais Genre, c'est. qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Ah, si on allait foutre sur la gueule des Andoriens. Vendu. Quand t'es un mec qui n'assume pas d'être particulièrement politisé d'un certain bord, tu dis que tu es pragmatique, au lieu de dire que tu es belliqueux ou... Bref. Bon, mais voilà, il y a plein de choses en fait. Alors, voilà, ça, j'ai un débit assez important. La série, en fait, déjà, Scott Bakula s'est beaucoup impliqué dans la série. Beaucoup parce que bah, déjà, c'est à cause de lui qu'elle a pris du retard, étant donné qu'il a négocié un très bon cachet et qu'il a négocié pendant des mois, sachant qu'il ne voulait pas. Il sortait de Quantum Leap, qui a été une expérience relativement éprouvante pour sa vie de famille et qu'il n'avait pas envie de. Code Quantum pour les francophones basiques. Voilà. Et qu'il n'avait pas envie de renchaîner pour une série avec tout ce que ça impliquait en termes d'être séparé de la famille, d'avoir des conditions de tournage qui sont quand même très prenantes. Et puis le projet lui avait plu, donc il s'est beaucoup investi et a toujours tout fait pour sauver la série. Ça, une fois de plus, je renvoie les auditrices, auditeurs à aller écouter, regarder le reportage qu'a fait William Shatner qui s'appelle Captains, dans lequel il s'exprime Bakula là-dessus en disant qu'il ne voyait jamais son fils et sa fille, je ne sais plus, ses enfants. Bref. Après, il a enchaîné avec NCIS. Ouais, mais c'est beaucoup plus tard. Hein. C'est une bonne quinzaine d'années plus tard. Peut-être pas. Une dizaine d'années. Ah ouais, C'est environ 35-45 ans plus tard. Bon, alors, je disais tout à l'heure, cette série, on peut parler un petit peu des personnages, mais finalement, ils sont assez... Bon, allez, on parle un peu des personnages. Donc, on a le capitaine Archer qui gère le NX-01 Enterprise. Pourquoi NX-01 ? C'est pour éviter de contredire tout le canon, parce que dans le canon, le premier vaisseau Enterprise, c'est celui du capitaine April, Pike et Kirk. D'accord. Dans le canon. Oui, voilà. Oui, c'est ce qu'ils avaient dit à plusieurs reprises, dans TOS d'ailleurs. Et du coup, ils se sont servis de l'astuce du NX-01 Défiant. Au début, nous est présenté comme NX avant d'être NCC, et pour nous dire c'est un vaisseau prototype. Le problème, pour moi, c'est juste un problème, c'est qu'arrive un moment, il y a un deuxième vaisseau qui s'appelle le Columbia, et il est NX-02. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein, mais voilà, juste moi, ça me pose un problème. Du coup, on a le capitaine Archer qui est qui est pas un vétéran, hein. C'est un mec il va créer le taf, quoi, et qui est le fils du gars qui a créé le moteur de distorsion VRAP-5. L'histoire d'Enterprise, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ça raconte en fait le premier voyage d'exploration des humains avec un moteur VRAP-5, donc un moteur qui va en français à distorsion 5. Et donc, du coup, qui leur permet de ne pas mettre 10 ans pour faire un voyage jusqu'à telle colonie ou tel système solaire, quoi. Ils peuvent y aller un peu plus vite que la normale. Cet équipage est relativement petit, il y a moins de 100 membres d'équipage. Il est composé donc d'une consultante vulcaine qui est là pour les surveiller, à savoir T'Pol, qui va prendre rapidement le rôle d'officier scientifique. On va avoir Sato qui va être là parce que il n'y a pas de traducteur à bord, il n'y a pas de logiciel de traducteur, ou du moins le programme de traduction instantanée n'est pas aussi élaboré que dans tous les autres Star Trek. Ouais. Donc elle est là pour très vite essayer de trouver, c'est le Daniel Jackson de l'équipe. Quoi ? Pour très vite, c'est un peu le Daniel Jackson de l'équipe. J'ai pas la ref. Le Stargate. Ah, Daniel Jackson. J'avais compris Danette Jackson.
au début de la première saison, je sais pas si t'as jamais fait gaffe, au Ouais, début de ouais, la ouais. première saison, ils galèrent toujours à comprendre les autres. Après, ils parlent tous l'anglais dans Bah, l'univers, déjà, dans hein, le mais film, hein, il comprend pas. ouais. Bon, bref, ils essayent un peu de se comprendre. Donc, elle sert à traduire, notamment avec les Klingons au début. Ils maîtrisent pas la langue Klingon, donc faut vite comprendre ce que veut dire Kepler. Ensuite, on va avoir un officier plus ou moins de sécurité sur un vaisseau peu armé, voilà, Sécurité, qui sécurité. Hmm. s'appelle Reed et qui donnera la Reed Alert. Ouais, alors ça, C'est- franchement. Oh là là. Surtout Et que je c'est. crois qu'en plus, ils l'ont même pas calculé. Non, si, c'est clairement fait exprès. Il y a une blague là-dessus. C'est Mayweather qui fait la blague à la fin, ou je sais plus. Enfin, c'est vraiment. J'ai trouvé que c'était nul. Oh là là. C'est la pire référence qu'ait fait Star Trek Enterprise. Ouais, c'est la pire continuité, c'est vraiment Non, mais surtout qu'une alerte rouge, tout le monde sait ce que c'est, bordel. T'as pas besoin de dire ah c'était le nom du mec. Non, c'est bon. Reed Alert. Et puis surtout que, en plus, ça va pas du tout parce que dans TOS, ils disent condition red et pas Oui, red alert. C'est plus tard red alert. Ils disent condition rouge, condition red ou ouais condition red. Enfin bon bref voilà, ça va pas. bon, voilà. Et puis après, dans la suite des choses, on va avoir donc Trip, Charles Tucker 3. Le Trip, pardon, le, j'allais le... faire une blague sur sa sexualité. Bon désolé. ouais, voilà. Alors, lui, il mélange tout, hein. Il est à la fois Tucker et c'est un peu aussi le Miles O'Brien. C'est-à-dire Ouais, que dès qu'il y a une merde, il tourne sa gueule, quoi. ouais voilà, et c'est aussi le Tom Paris, tu vois, dès qu'il y a un truc cool, c'est pour sa gueule. C'est pour ça qu'il est aussi, quoi. Et puis c'est vrai que c'est un personnage qui est vachement plus développé après dans les autres saisons. Et c'est aussi un peu le contrepoint du capitaine, paradoxalement. C'est-à-dire que c'est l'ingénieur en chef, mais il est ami avec le capitaine, et quand il a quelque chose à lui dire, il va lui dire, quoi. Hum. Du coup, c'est assez intéressant. Et même d'un autre côté, bah, lui, il se prend des libertés parce qu'il se dit, je suis le pote du capitaine. Et quand il prend trop de liberté aussi, c'est assez intéressant de voir que ça a de réelles conséquences, quoi. Ouais, Euh, c'était intéressant parce que, pardon, c'est un des personnages qui a été les plus humanisés au maximum. Je me rappelle notamment de cet épisode, j'ai oublié le nom, où il rencontre une espèce qui a 3 genres. oui, ouais, ouais. Et lorsqu'il il fait une bourde avec une personne du 3e genre, enfin, ils ont poussé les trucs au point qu'on voit à quel point il est mal, et je trouve que son mal-être est plus retranscrit, pardon, que lorsqu'on voit des personnages qui éprouvent du mal-être dans TNG notamment. Enfin, c'est un épisode qui m'a particulièrement touché sur ce personnage. Alors, on finit avec les personnages, mais garde-le dans un coin de ta tête. Je vais t'expliquer pourquoi cette série aussi, elle a un traitement différent par rapport aux autres, Mhm. et notamment à cause de Trip. Alors, pour revenir à ce que tu disais, il y a un personnage, on a le Docteur Flox, qui est un autre extraterrestre, qui est le docteur, et qui va être là, bah, vu qu'il fait partie d'un programme d'échange, il va être là pour leur amener aussi une certaine expérience face à tout ce qu'ils vont rencontrer, et Mhm. puis qui est là aussi pour interroger certains traits de caractère des humains qu'il trouve assez rigolos. Et en plus, c'est vrai que Flox, il vient d'une planète aussi aux mœurs qui paraissent très différentes aux humains, et c'est Mhm. encore Trip hein, qui en fera les frais, qui en fera les frais. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour de tous les persos. Là. Ouais, il y a rien Je qui crois vient. qu'on a oublié aucun. Ouais, après, il y a d'autres persos Après, on peut aussi, reparler il y de a le Shran, hein, pilote. mais Si, qui fait pas si. partie. Il y a le pilote, mais Weather. Il y a aussi jeu de Pardon. mots. Voilà, mais. Et puis, inintéressant. Mais en plus, c'est dommage parce qu'une fois de plus, ils avaient de l'or dans les mains. C'est un personnage qui a déjà vécu, qui est né dans l'espace, je crois, qui a vécu Voilà, ouais, ouais. plein de trucs déjà de base. Et bah non, bon, finalement non. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est juste dommage quoi. Mais on Ouais. pourrait parler de Shran. Bah, Shran, c'est un personnage intéressant. C'est un militaire andorien qui essaye en fait d'ouvrir les yeux. Alors, voilà, si on veut Joué parler de Shran, par il faut dire Jeffrey Combs, le sur lui. magnifique. Il faut qu'on remette les choses dans l'ordre. Les Vulcains dans Enterprise, c'est pas nos copains. C'est-à-dire qu'ils nous considèrent un peu comme des jeunes chiots et que dès qu'on veut mettre la tête un peu hors du panier, ils nous la remettent dedans en estimant qu'on n'est jamais prêt. Et ça fait genre 50 ou 60 ans qu'on n'est pas prêt pour eux, quoi. Et en fait, il y a un rapport entre les Vulcains et Archer. Le père d'Archer a un peu usé sa vie à se battre pour prouver qu'ils étaient prêts pour voyager dans l'espace, quoi. Et Archer, bah, on veut un peu au début aux Vulcains à cause de ça.
Et puis il reproche aux Vulcains de trop les materner. Et d'un autre côté, de pas leur donner les outils qui leur permettraient de s'émanciper, quoi. Et en fait, il s'avère que les Vulcains ont rencontré un peuple qui était un peu comme les humains, à savoir les Andoriens, et que ils ont été très cool avec eux dès le début, et que les Andoriens ont un peu abusé. Mais d'un autre côté, les Vulcains ont aussi abusé. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, les Oui, Vulcains oui, sont oui. pas si cool que ça la Non, plupart non, du non. temps, et qu'ils ont tout le temps des objectifs un peu secrets. On voit notamment qu'à soi-disant les Vulcains sont pas capables de mentir, mais quand ça les arrange, ils sont capables de cacher la vérité. Et notamment, une des intrigues assez intéressantes à dévoiler, qui est dévoilée dans Enterprise, c'est comment est-ce que les Vulcains deviennent les Vulcains que nous on connaît. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font partie de la Fédération, qui croient en la Fédération, qui collaborent avec des humains, et dont certains même ont des enfants avec d'autres humains. Et il Ouais. s'avère qu'en fait, on parlait de dictature, mais en fait, ils vivent dans une sorte d'ordre, une sorte de dictature plus ou moins de la logique, et de gens qui ont dévoyé pendant des centaines d'années la pensée de Surak, c'est-à-dire en la transformant comme ça les arrangeait. Et que du coup, il y a tout un arc avec une sorte de résistance vulcaine qui s'organise, notamment la première fois qu'on va rencontrer cette résistance, c'est avec les mélangistes. Je ne me trompe pas de nom. Ouais, c'est avec les mélangistes, c'est-à-dire les gens qui fusionnent entre eux. Mhm. Chose qui est totalement mal vue chez les Vulcains, et qui est par exemple ultra fait par Spock. Toutes les 5 minutes, il fait ça. Oui. Euh, c'est avec les mélangistes, et en fait, il y a même une maladie qui se répand au sein de ces gens qui ont des capacités psychiques. Une maladie qui est une allégorie du sida et dont les Vulcains donnent pas la cure, par exemple. On découvre que Ouais. ils auraient le moyen de guérir les gens, mais qui veulent pas, qui préfèrent que Mhm. ces gens dont ils méprisent les mœurs s'éteignent d'eux-mêmes, quoi. Et il y a plusieurs fois ça, il y a même tout un épisode, un triple épisode avec un complot fomenté par une faction de Vulcains pour accuser des hippies vulcains de détourner la pensée de Surak. Et en fait, il s'avéra que maintenant, c'est le haut commandement qui était traite et qui en plus qui était manipulé par les Romuliens. Voilà, on est dans zone spoil, tant pis pour vous, fallait pas écouter ce podcast. Mais et du coup, pour revenir à Shran, voilà, Shran, il est pour lui tout ce qui vient de la bouche des Vulcains, c'est du mensonge, c'est de la manipulation, c'est de la traîtrise. Donc lui, il est dans l'autre excès, c'est-à-dire que Archer se retrouve entre les deux. Il se méfie effectivement des Vulcains, mais ça reste pour lui quand même des alliés. C'est-à-dire, à force de côtoyer notamment T'Pol, il s'aperçoit que sa vision binaire, elle était binaire, quoi, qu'il y a un peu plus de nuances à mettre. Et de l'autre côté, t'as Ouais. Shran qui lui n'en met aucune. Et c'est assez intéressant parce que Shran aussi fera un pas dans le sens plus d'une fois des Vulcains, et les Vulcains se rendront compte que ils se sont égarés un peu, par exemple dans leur bellicisme. Et arrivé à un moment, il y a tout un épisode où ils sont sur une planète en guerre là, qui est réclamée par les deux camps, et ils amènent, tu sais, l'ambassadeur vulcain là. Et l'ambassadeur vulcain essaye de convaincre tout du long Archer qu'il faut pas traiter avec les Andoriens. Et à la fin, il s'aperçoit que si, les Andoriens ils veulent qu'une chose, la paix aussi, quoi. Et Ouais. il se dit c'est peut-être nous qui sommes un peu à cheval sur nos principes, quoi. Bon, pas mal de choses, voilà, mais Shran est très intéressant. Et puis il nous fait connaître un truc qui n'avait jamais été évoqué, c'est-à-dire que avant d'intégrer la Fédération des Planètes Unies, ça reste aussi des mondes avec une politique interne, une sorte de police, une sorte d'armée. Enfin, tu vois, c'est un truc qui était un peu effacé dans les autres Star Trek. De temps en Mhm. temps, on entendait parler qu'il y avait un corps de scientifiques vulcains, mais ça pouvait rester dans le giron de Starfleet, quoi. Et là, tu vois, on nous explique, non, non, les choses sont bien séparées, chacun chez soi, et les tribus seront bien gardées. Waouh. T'as Ok. vu ça un peu? Waouh. Et donc, dans les personnages intéressants aussi, on a cet ambassadeur dont j'ai mangé le nom. Je ne sais plus. Bon, on a l'amiral Forrest aussi, qui est intéressant. C'est un personnage secondaire, mais qui ramène aussi un peu à la raison des fois Archer, qui est tout le temps dans l'espace, en lui disant, il est sur Terre aussi, enfin, pas tous les jours avec les Vulcains, toi. Donc, ferme ta gueule quand on te dit de fermer ta gueule. Ah oui, l'ambassadeur Soval. L'ambassadeur Soval, qui est un personnage qui revient souvent et qui, lui aussi, il va à un moment, il va faire pas mal de pas envers les Terriens et jusqu'à considérer Ah, mais oui. Archer comme un Oui. allié des Vulcains, quoi. Alors, petite info, moi, au premier épisode, la première fois, je me suis dit, oh, tiens, c'est Sarek, Ouais, moi le aussi. père de Spock. Et en fait, non, c'était pas lui. Non, il est pas si vieux que ça. Voilà, il y a pas mal de Oh, choses. bah, Alors, il était quand même déjà né à l'époque. Je sais pas quel âge il avait, mais. ouais, peut-être, ouais. Mais pour revenir à ce que je disais là par rapport à Trip,
Tout à l'heure, tu disais que c'était un des personnages les plus humains de la série. Et en fait, avant de préparer ce podcast, je m'en étais jamais rendu compte. Mais Star Trek avait cette facilité avec son format, qui est quand même d'épisodes un peu standalone, Mhm. de faire oublier les traumas. On sait, on parlait de Mike O'Brien, qui se fait Ouais. capturer, qui vit 100 ans dans une prison, qui se fait... Bref. Et tu vois qu'il souffre pendant l'épisode, et tu te dis, bah, il va jamais s'en remettre. Et à la fin de l'épisode, des fois, il avait les yeux dans le vide, du genre, je m'en remettrai jamais. Et dans l'épisode d'avant, Il c'est voit oublié, quoi. Molly et c'est bon, ça va mieux. Voilà, dans l'épisode d'après, hop, c'est oublié. Et c'est vrai que Star Trek avait cette capacité à effacer les traumas. Ouais. Kim, pareil, hein, Kim ou Oh dans là là. Voyager, ils en Ouais. subissent plein, les gars, hein. Ouais. Ou alors, ils ont des bons psychiatres à bord, quoi. Mais bref. Et dans Star Trek Enterprise, vu que ça se veut plus humain, bah, les mecs, ils portent leur trauma avec eux. Hmm. Quand ils ont trahi le capitaine, on parlait de cet épisode avec le troisième sexe, bah ouais, il est en Genre. train de pleurer, quoi. Trip, quoi. Il est au bord des larmes. Parce que, et même, tu vois, arrive à un moment, il dit capitaine, genre, on est toujours copains. Enfin, il le dit pas, tu sais, tu comprends, quoi. Est-ce qu'on est toujours copains? Et il finit pas sa phrase et il se barre, quoi, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Ah, Tu le mais sens, quoi, émotionnellement, c'est un épisode très très fort. Et et ouais, ouais, ouais. il y a avec des traumas. Par exemple, T'Pol subit un abus qui est considéré comme un viol. Oui, Et elle oui, le elle est porte en elle, violée. quoi. Et Elle ose pas le dire, quoi, tu elle est vois. violée et en plus, elle développe la fameuse maladie dont tu parlais. Donc c'est un double trauma, quoi. C'est effroyable. Et voilà, et ils vivent avec ça, quoi. Par exemple, il y a aussi le rapport, la liaison, attention, zone spoil encore. Il y a cette liaison amoureuse entre Trip et T'Pol qui commence à évoluer fin de saison 2, début de saison 3, Ah, déjà? notamment suite à la mort de... Ouais, ouais, moi aussi, à chaque fois, je suis surpris. Suite à la mort de la sœur de Trip. Hmm. Et tu vois, ça met du temps à se faire, quoi. Parce que, bah, à chaque fois, ils se disent, bah non, je peux pas, je suis pas prêt, ou ça va pas, ou bref, tu vois, parce ils subissent des choses terribles, quoi. Il y a cet épisode aussi où il crée un clone de Trip pour le sauver. Oh C'est oui, un oh là clone là, éphémère. ah, mais quelle horreur. Oui. Mais voilà, mais je te prends, série Enterprise par rapport aux autres séries qui sont là. Même si ça reste du Star Trek, c'est-à-dire que ça reste très optimiste. Enfin, des fois, t'as le moral dans les chaussettes, hein, à la fin de l'épisode, quoi. Hmm. Et c'était un truc qui était, tu vois, ce côté sombre, c'était un truc assez nouveau dans les séries Star Trek. Et notamment, par exemple, on parlait aussi côté de noirceur, Cher, saison 3, la poursuite d'Exindi, Oh là là. il arrive à devenir un pirate, un meurtrier, et à l'assumer, quoi. Ah, disons Et qu'il par est exemple, un peu énervé. Disons qu'il est ouais, pragmatique. il a piraterie, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Et du coup, même quand il doit justifier auprès de ses autorités, il s'en énerve, quoi, du genre, mais vous y étiez pas, gueule, j'ai fait ce que j'avais à faire, quoi. Bref, voilà, c'est vrai qu'il y a un côté sombre et un côté dur. Par exemple, tu vois, qu'il n'y a pas dans Voyager. Voyager, c'était censé être un Survivor Space. Bah, je trouve qu'il y a plus les codes du Survivor Space dans Enterprise Oui, oui, oui. que Bah, dans dans... Enterprise, c'est simple. À chaque début d'épisode, ils se disent bon, il nous faut de l'essence, il faut qu'on fasse des réparations sur la coque, Voilà. etc. Mais après, bon, voilà, on l'avait déjà dit dans Voyager, mais moi, je suis en paix avec ça dans le sens où si on prend Voyager comme une suite de nouvelles de récits de SF, c'est bon, on zappe ça. Mais oui, oui, tout à fait. C'est totalement un survivor dans l'espace. Les aventuriers du survivor. Ouais, mais c'est un peu ça. C'est carrément ça. Et du coup, voilà. Autre chose intéressante avec Enterprise et qui finalement un peu fait cheat, c'est qu'il y a une ligne en fait. C'est-à-dire que on nous raconte qu'il y a une guerre temporelle au 31e siècle. Donc pour ceux qui ont vu la saison 4 de Discovery, là, 3 ou 4, je sais plus, qui ont vu la dernière saison de Discovery, on en parle, qu'il y a des accords temporels et des choses comme ça, et on dit carrément à Archer, tu vas créer un truc vachement grand, quoi. Sans lui dire que c'est la Fédération des planètes unies ou machin, mais on lui dit t'es important. Ce voyage est important, il va se passer plein de choses. Et là aussi, c'est mal amené. C'est-à-dire que c'est souvent sur les milieux de saison et les fins de saison, tu as des épisodes qui reviennent sur cette guerre temporelle, notamment avec une espèce qui s'appelle les Suliban. Super idée d'espèce et qui sera Mhm. gâchée. C'est qu'à Mhm. chaque fois, moi, il y a des épisodes, je comprends pas. Si je me documente pas pour les voir, je comprends pas. Et je me dis que, alors, dans les années 2000, il y avait plein d'épisodes fouillis. Il y a plein d'épisodes de Stargate qui sont pas bons, qui sont confus ou tu comprends pas. C'est un peu les années 2000. On essayait de t'en mettre plein la gueule pour que tu réfléchisses, que tu n'arrives pas à réfléchir, en fait. Et je trouve que c'est un des défauts d'Enterprise, c'est vraiment d'être une série des années 2000. C'est-à-dire, tu vois, avec un rythme assez soutenu,
Et il faut que tu aies l'impression d'avoir vécu 3 intrigues. Ah, alors oui, dans le premier épisode, il y a Archer qui court avec 2 phasers dans les mains, et il y a une explosion derrière lui. Après, ils ont réussi, par exemple, je sais pas pourquoi c'est cet épisode qui me revient, mais à nouveau, dans l'épisode du troisième genre, le rythme est beaucoup plus posé. On a Archer qui va explorer une nébuleuse, là où un soleil en explosion, je sais plus, enfin, c'est... Oui. Oui, avec le troisième sexe. Ils font pas tout le temps, ils sont pas tout le temps hyper rapides, hyper forts. Mais c'est vrai, hein, ce que tu dis. Ça reste une série très marquée 2000. Voilà, pour le bien et pour le pire, pour le mieux et pour le pire. Et puis, ça commence à être un peu à ces séries qui essayent d'exorciser le 11 septembre, avec un épisode qui est clairement une référence au 11 septembre. Ouais, On a là, une sphère qui arrive. pour le coup, je fais partie des personnes qui trouvent que c'est vachement bien fait. Voilà, et en fait, qui tue plus de 5 millions, je crois, de personnes d'un coup, là, et qui fait une balafre sur la Terre avec son laser surpuissant, là. Ça détruit Los Angeles entier, non? C'est ça? La Floride, La c'est de Floride, l'autre côté. pardon. Voilà. Moi, je confonds le Titanie et le Massif Central, mais toi, tu vas plus loin dans les échelles, hein. Non, je me souvenais plus. Je ne me souvenais plus. Voilà. Mais bref, il y a un certain trauma, et en fait, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est pas tant sur le catastrophisme, c'est sur la riposte. C'est-à-dire que Archer il veut riposter et il veut faire payer aux gens ce qu'ils lui ont fait, quoi. Ce qu'ils ont fait à la tête, quoi. Et c'est assez intéressant ce côté un peu vengeance. On en a dit qu'il devient très sombre, où il commet des crimes pour arriver à ses fins. En plus, ils sont obligés d'aller dans ce qu'ils appellent l'espace delphique. Donc, c'est une sorte d'espace du démon où tu peux te retrouver avec les boyaux ouverts, traverse voilà, la mauvaise dimension, les machins. Donc, un truc assez dur en plus. Même les Vulcains leur disent, mais non, nous, on n'y met plus les pieds. On a récupéré des Vulcains en bouillie, on n'y met plus les pieds, quoi. Regardez Event Voilà. Event C'est Horizon. un univers, un Event Horizon, exactement. Et il y a ce côté, et après, tu vois, il y a ce côté assez intéressant du genre, qu'il n'y a pas des fois dans les séries très américaines en septembre, post-11 septembre, qui est, on va se venger, l'Amérique triomphera toujours. Ils se rendent compte en avançant dans la vengeance que peut-être que les gars en face, on leur a pas donné les bonnes infos, quoi. Que c'est pas ceux qui ont attaqué qui sont peut-être coupables, c'est peut-être ceux qui l'ont dit. Voilà, il y a une histoire sur des êtres qui manipulent aussi une faction temporelle et qui donnent des infos aux Xindi en leur disant la Terre va vous détruire. Et à la fin, l'ennemi qu'il fallait annihiler devient plus ou moins un allié, quoi. Ouais. Voilà. Et puis les Xindi sont là. C'est comme les Suliban, les Xindi, tu vois, c'est 2 peuples qui sont super intéressants. Et tu vois, je reproche par exemple à Discovery ou à Picard qu'on n'en voit pas. Ouais, les Xindi, moi les Xindi, j'aime beaucoup les Xindi, et c'est vrai que je suis un peu triste de pas en revoir de références, même dans les films, même dans les films de Abrams, tu sais, dans le fond là, ils mettent plein d'espèces qu'on a pu croiser par-ci par-là. Ça aurait été cool de nous glisser un petit arboricole ou un insectoïde. Et surtout on nous le dit plein de fois qu'ils vont intégrer la. Ouais. C'est important. Ouais, comment il s'appelle le personnage temporel? Daniels. D'ailleurs, qui joue dans Scrubs. Enfin bon, bref. Et ouais, il le répète assez souvent. Et bon, voilà, ça fait partie de ces choses un peu, bref, un peu dommage, sachant que tu vois, on aurait pu voir après des Xindi aussi plus souvent. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils les ont vaincus, bon, les Xindi se serrent la patte, genre, ouais, faut qu'on mette un peu d'ordre dans notre monde. Ouais, je sais pas, envoyer un ambassadeur, allez vous excuser sur Terre, aider à réparer le trou, quoi. Faites un truc, quoi, soyez présents. Et bref, ils le sont pas. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose de relativement dommage. On est déjà pas mal. Saison 4. Alors, la saison 4, c'est la saison de l'annulation. Et du coup, c'est aussi la saison qui va renouer un peu avec le fan service. Parce que c'est la saison où on va essayer de boucler les boucles, coûte que coûte, avec plus ou moins de succès. Donc, on a par exemple tout ce qui concerne l'univers miroir, où c'est de refaire revenir un personnage qu'on a déjà vu dans la série et aussi dans Star Trek, The Original Series, à savoir les Tholiens. Donc on les voit 2 fois dans Enterprise. Donc ça aussi, c'est un personnage, c'est un peuple. D'ailleurs, un des épisodes de Star Trek Historia qui arrive, ça sera sur les Tholiens. Ouais, trop cool. Parce que c'est un peuple en fait qui est vachement clé dans l'univers de Star Trek. Excusez-moi, si vous voulez, auditeur, vous intéresser aux Tholiens, il y a une super comic book qui s'appelle Star Trek Year 5, qui vient sur la cinquième année de l'Enterprise, époque TOS. Et il rencontre les Tholiens. Il y a un début
de contact avec les Toliens, mais je veux pas en révéler trop. Cette série de comic book est vraiment fascinante. Pour info, hein, continuons sur les Toliens, par exemple, j'avais pas jamais fait gaffe, mais plusieurs fois sur DS9, on nous dit qu'il y a un ambassadeur Tolien. Ah, sérieux? Ouais. Et en fait, ils sont bien plus présents qu'on veut nous le faire croire, enfin, qu'on veut le faire croire. Bref. Et par exemple, dans Enterprise, on nous confirme que les Toliens, ils ont un rapport entre tu sais, le multivers et les anomalies temporelles. Et donc, pour revenir à ce que je dis sur la saison 4, dans TOS, on nous apprend que les Toliens arrivent à un moment où c'est comme ça que TOS fait la rencontre de... Alors, je suis désolé, il y a des micro-coupes, donc j'ai pas entendu. On nous apprend que les Toliens, quoi? Que les Toliens ont capturé un vaisseau de la Fédération dans TOS. Et donc, Kirk et tout, ils vont pour aller chercher le vaisseau. Et en fait, dans Enterprise, dans l'univers miroir, qui se passe donc à la même époque qu'Archer, dans l'univers miroir, et ben justement, le Archer de l'univers miroir sait par un espion que les Toliens ont capturé un vaisseau du futur. Voilà. Et donc, et puis, tu vois, Discovery s'est servi de ça aussi pour expliquer le fait que les humains dans Discovery sont quand même un peu plus avancés technologiquement que les humains de la Fédération de notre univers à nous, quoi. Ouais. Et voilà, bon, c'est un épisode qui vaut ce qu'il vaut, avec la problématique qui fait gueuler les fans depuis le début, c'est qu'arrive un moment, bah, ils mettent la main sur un vaisseau, sur le vaisseau de la Fédération du temps de Kirk, et qu'effectivement, c'est moins joli, c'est moins technologique, et que ça a l'air d'être moins fonctionnel que ce qu'ils ont eux. Peut-être ce côté, faut faire plus vieux que le vieux, quoi. Et tu vois, dans Enterprise, ils ont des écrans plats, tu vois. Ouais. Mais oui, tu peux pas faire. De toute façon, c'est comme ils l'avaient dit aussi. Pourquoi ils ont fait les Klingons avec le maquillage de TNG, c'est que ils allaient pas faire exprès de faire quelque chose de mauvais, alors que il y avait une qualité de maquillage qui était possible. Ouais. Non, mais imagine un peu. Ça, j'ai lu ça sur un forum. Imagine un petit peu dans TOS, la technologie est tellement évoluée que l'ordinateur comprend tes intentions au moment où tu le touches. C'est pour ça que Uhura appuie toujours sur 3 boutons maximum et qu'elle ne regarde rien, mais qu'il y a une forme de micro-communication qui se crée entre elle et l'ordinateur. Oui, Ça aurait pu être intéressant. Bon, c'est pas du tout développé dans TNG, on revient sur des écrans tout à fait classiques, mais tu vois, il y avait ce côté, je m'étais dit, voilà, peut-être que ça peut. Ouais, et puis même dans le même ordre d'idée, hein. Par exemple, Kirk, tu vois, dans le genre de choses qu'ils ont bien fait, Kirk, quand il appelle l'ordinateur, tu vois, il peut passer des messages, tu vois, il peut faire des commandes vocales, Kirk. Ouais. Butcher et l'équipage, la seule commande vocale qu'ils ont, c'est pour leur journal de bord, par exemple. Ouais. Donc, c'est pas non plus super déconnant. Bref, donc il y a cet épisode, donc Mirror Darkly, qui fait un petit triptyque sur l'univers miroir. C'est intéressant, ça vaut ce que ça vaut. Avec un générique aussi remodelé, et ça, je trouve ça très malin, remodelé pour ces épisodes dans l'univers miroir. Et ça aussi, c'est cool, c'est pas des personnages de notre univers qui vont dans l'univers miroir. C'est vraiment, on suit une histoire dans l'univers miroir. Voilà, ça c'était intéressant. Ensuite, on a l'explication de pourquoi les Klingons dans TOS n'ont pas le front qu'on leur connaît en plusieurs épisodes. Ça aussi, je trouvais que ça valait ce que ça valait, mais que en plus c'était plutôt bien amené. Oui, intelligent, voilà. On a l'épisode sur les améliorés. Alors, les améliorés qu'on a évoqués dans TOS et dans le film La colère de Khan, qui sont ces surhumains qui se sont enfuis de la Terre. Et on retrouve un personnage qui s'appelle le Dr Song, qui a recueilli une demi-douzaine d'enfants améliorés dans la clandestinité. Et après, il y a un petit caméo de fin qui nous laisse à penser qu'il travaille sur le cerveau positronique, qui donnera data dans quelques générations. Ouais, une centaine d'années plus tard. 200 ans plus tard. Et puis, on a un petit peu cette guerre civile vulcaine avec le retour de l'enseignement de Surak et bien sûr Archer en Deus Ex Machina qui va ramener les 10 tablettes, la tablette des 10 commandements d'enseignement de Surak dans un truc très psychédélique. Tu sais, où il voit la vision du passé de Vulcain en guerre, en proie à ses passions. Je me souviens plus. Ouais, bref. C'est fou, il y a des trucs qui me reviennent, mais non. C'est la seule série que je n'ai vue qu'une seule fois et désolé. C'est par manque de temps. Mais j'y retournerai avec grand plaisir bientôt. Ouais, mais en fait, je la trouve pas mauvaise, la série. Mais tu sais, elle a pas ce goût de reviens-y que peut avoir Nine ou même TNG. Ouais. Elle est à la fois... Alors, ouais, on en arrive à ce que je voulais dire. C'est le début de quelque chose. Début du schisme déjà. Moi, je me rappelle à l'époque quand la série elle est arrivée en 2001. En 2001, moi j'ai 16 ans.
Donc, j'ai déjà un peu bouffé du Star Trek, et pour moi, Star Trek, c'est TNG, DS9, Voyager. Et je vois cette série arriver, et j'aime pas. Et j'y arrive pas, j'aime pas. Or, j'ai des copains qui connaissaient rien à Star Trek, et c'est aussi le début du téléchargement. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont plus jeunes que nous, les années 2000, c'est le début de Napster, c'est le début d'Imul, pour ceux qui connaissent. Hmm. C'est le peer-to-peer qui arrive. Et c'est comme ça qu'on récupérait la série. Et donc, bah, vu qu'on était tous sur les PC, on était des geeks, bah moi j'ai plein de copains qui ont découvert Star Trek avec Enterprise. Et ça leur a plus parlé effectivement que ce que j'avais pu voir moi en cassette ou en film. Et en fait, Enterprise, c'est assez marrant parce que ça a préparé ce fameux schisme qu'on va avoir avec les fans de la première heure quand la trilogie d'Abrams va arriver. Tu vois, c'est vraiment le Star Trek qui parle à une nouvelle génération. Ouais. Le Star Trek qui va faire voir, enfin, va faire voir de la fesse. On avait aussi, quoi, mais Jolene Ballock, enfin, tous les acteurs sont beaux comme des dieux. Et il y a toutes ces scènes où, tu sais, à chaque fois qu'ils arrivent d'une planète, ils sont dans un sas de décontamination, où ils se mettent de la crème. Oh là là. Ouais. Tu vois, ça va un peu de sexe. Ça va en action, ça va un peu de sexe. C'est très 2000. C'est très, les années 2000, hein, c'était un peu ça. Hein, c'était Oui, un peu oui, l'exécutation clairement. du Oui, oui, c'est corps. totalement ça, oui. Et voilà, c'est une série qui était un peu en phase avec les adolescents de l'époque et qui a conquis les adolescents de l'époque. Moi, j'ai des copains qui sont arrivés par Star Trek, par Enterprise, qui après, bah, en attendant qu'il y ait autre chose qui arrive, regardons. Faut savoir aussi qu'Enterprise, bah, ça a sonné la fin de la strike de 18 ans hein, de série Star Trek. Hein. Ça faisait 18 ans qu'il y avait une série Star Trek une fois par semaine. Ouais. Voilà. Et ça aussi, par exemple, toute cette génération qui s'est intéressée à Enterprise n'a pas compris pourquoi la série a été annulée. Alors qu'en face, bon, bah, tu avais des Stargate qui proposaient des choses très divertissantes, mais pas non plus d'une qualité de science-fiction folle. Et que, par exemple, aussi, Farscape avait été annulé à la saison 4, tu vois, sur des choses un peu nouvelles. Ouais, 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 Voilà, non, mais il y avait totalement. aussi la série Total Recall dans les années 2000. Il Il y y a avait ce pas petit renouveau de la Dark Serenity. SF. Quoi. Il y a pas Il y a Serenity Serenity, qui est arrivé à cette époque-là? il y a Serenity, il y a, je te disais, il y a Total Recall 2070, il y a, tu vois, c'est un peu cette dark SF ou cette mature SF qui arrive et bah, qui va être vite dégagée au profit d'une SF beaucoup plus divertissante du genre Stargate, quoi. Hmm. Ou d'une SF qui a un bout de ses projets comme Battlestar Galactica. Ah oui, Battlestar Ouais. Galactica, on en parlera. L'ennemi. L'NO, ouais. Non, je Après, déconne. bon. Mais il y a ça, donc ça prépare un peu ce schisme qu'on va voir avec l'arrivée de J.J. Abrams. Et sachant, par exemple, les films de J.J. Abrams ont puisé énormément dans Enterprise. Ne serait-ce que Star Trek Beyond, si tu n'as pas vu des épisodes d'Enterprise, tu comprends pas tous les enjeux, toutes les problématiques qu'a l'antagoniste de Star Trek Beyond. Hmm. Voilà. Le vaisseau, à la fin, l'USS Franklin, c'est clairement un vaisseau de l'époque Ouais, ouais, ouais. d'Archer, quoi, de la fin de l'époque d'Archer, quoi. Donc, tu vois, c'est un peu ce schisme sur quelque chose bah, qui a essayé de réinventer Star Trek peut-être avant l'heure. Peut-être avant l'heure, à une époque où bah, la télé était quand même très importante, finalement. Tu vois, je me dis, comme tu le vois, on l'a dit en début, hein, si elle avait été diffusée sur M6, cette série, je pense qu'elle aurait eu peut-être un succès différent. Ouais. Je pense qu'elle était Moi, encore diffusée sur Télévision. je suis très triste hein, parce que, comment dire, quand j'ai découvert Enterprise, c'était après avoir vu, j'ai regardé dans l'ordre chronologique de diffusion et après avoir vu toutes les séries, Enterprise, je crois que je l'ai pas suffisamment apprécié à sa juste valeur. Et maintenant, quand je repense à Enterprise, j'y pense avec beaucoup de bien et de bienveillance. Et j'ai assez envie de la regarder à nouveau. C'est juste que je manque de temps terriblement. Mais par contre, je me dis que si adolescent j'avais vu Star Trek Enterprise, je serais devenu méga fan de Star Trek de suite et enfin voilà, je me serais intéressé à l'univers beaucoup plus tôt. Du coup, ça n'est pas arrivé. Bon, c'est pas grave, on va pas passer notre temps à se plaindre de ce qui n'a pas été fait dans le passé, parce qu'on peut se plaindre de ce qui est fait dans le présent. Tu vois, ouais. mais mais bon, voilà, c'est vrai, ça aurait été cool de la voir plus facilement en France. Mais bon, Là, je vais vous c'est raconter peut-être un truc un peu plus personnel, mais il y a un truc qu'il faut bien comprendre dans les années 2000 par rapport aux séries télé. C'est qu'effectivement, si ça passait pas à la télé, et notamment dans tous les pays, hein, sur les grandes chaînes, les 6 ou 7 grandes chaînes nationales, c'était voué à l'échec. Or, il y avait un phénomène qui se passait à l'époque, parce que dans ces années 2000, moi par exemple, dans ces années-là, bah, je commençais la musique électronique. Il y avait bah, les vrais labels, enfin les labels traditionnels,
qui disait, bah, si tu vends pas de vinyle, si tu vends pas de plaques, bah, c'est que ton titre, il marche pas. Si tu n'es pas diffusé sur les radios, c'est que ton titre, il marche pas. Et ils commençaient à changer de mentalité quand ils ont vu qu'en fait, bah, ton titre, il marchait. Simplement, il était piraté et il Hmm. était téléchargé illégalement, ou il était consultable facilement sur des plateformes comme MySpace ou YouTube. C'était un balbutiement à l'époque. Et Ouais. là, ils se disaient, ah bah si, en fait, tu as été écouté 25 000 fois sur MySpace ou tu as été écouté 100 000 fois sur tel, ceux qui connaissent sur Skyblog ou des trucs comme ça, quoi. C'est qu'en fait, ton titre, il marche. Or, Enterprise, elle a été mais piratée comme c'est pas permis. C'est-à-dire que c'était plus facile d'avoir Enterprise en téléchargement sur Internet que les vieux Star Trek, par exemple. Pour plein de raisons, hein, aussi, parce que les vieux Star Trek n'étaient pas numérisés ou plein de choses, quoi. Mais là, c'était vachement plus facile de ripper les épisodes, de se les filer, de machin. Et il y avait en fait un vrai public. Et à l'époque, ils prenaient pas ça en ligne de compte. Et tu vois, aujourd'hui, quoi qu'en disent des Netflix, des Amazon, des machins, ils prennent ça en ligne de compte. En se disant, bon, bah, nous, tu vois, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, quand vous voyez le classement sur Netflix, Ah oui, ouais. Alors ça, voilà. ils nous mettent ce qu'ils veulent, hein, mais bon. Et ben voilà, en fait, c'est ça. En fait, ils font une projection. C'est-à-dire que c'est pas vraiment ce qui a été consulté au jour J, mais ils mettent, oh, excusez-moi, je suis perturbé parce qu'on vient de m'envoyer un skyblog de notre ami, là, l'ami Dédé. J'irai voir ça tout à l'heure. J'ai perdu, Là, pour la petite histoire, j'ai perdu les identifiants, je ne peux pas le supprimer. je suis cancer selon certaines sources. Ah, ta gueule, ta gueule. Bref. Voilà, par exemple, Netflix, quand ils vous mettent le classement, c'est des projections, c'est-à-dire ils ont vu que sur 2, 3, 4 heures ou 5, pas mal de gens ont mis ça dans leurs favoris ou ont commencé à regarder, mais même sans tout finir. Et donc, ils vous disent, bah, on fait un peu cette projection. Et je les soupçonne de prendre en compte aussi les téléchargements illégaux. Parce qu'ils peuvent tracer ça. Ils peuvent tracer. Ils voient passer les trucs et ils savent quantifier les choses, quoi. Et c'est un des enjeux d'ailleurs de la vidéo numérique là, les prochaines années, c'est de pouvoir les tracer, quoi. Bref. Donc tout ça pour vous dire que c'est un peu con parce qu'il y avait un vrai public et que bah du coup c'est peut-être passé à côté et qu'il n'y a pas eu peut-être aussi de la part du PN qui croyait pas au début cette série, ils ont peut-être pas fait assez d'efforts pour le vendre à des chaînes plus grand public. Par rapport par exemple à un Stargate où bah, à peine la série avait été commencée à être produite, bah t'avais déjà enfin, il y avait des bons vendeurs, quoi. Des gars, à l'époque, ça jouait beaucoup il y avait un festival de séries à Monte Carlo, je crois, à Cannes, Hmm. où, bah, ça se faisait, très rapidement, 2, 3 ans avant, ils vendaient déjà les séries, quoi. Et Ouais. Star Trek Enterprise est passé à côté, quoi. J'attends une réponse de Rémi. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est dommage. Ah, c'est dommage, ouais. Je crois que moi, je suis en train de relire mes notes en même temps que consulte Skyblog. Ouais, je crois qu'on a à peu près tout dit. Euh, Bon, et pour finir assez rapidement, si, il y a aussi un truc qui m'étonne beaucoup, mais je pense que c'est parce que c'est une série quand même récente, quoi qu'on en dise. C'est une série où ça manque beaucoup de... Il y a des fans, mais il y a peu de documentation sur la série. Hmm. Moi, il y a combien de temps, là? J'ai pas Combien de temps? regardé les bonus que j'ai sur mes DVD. Je sais pas Ah, si c'est intéressant ou pas. bah, par exemple, moi, je sais que sur la première convention que j'ai fait Star Trek, là, j'ai oublié, mais ça remonte là, ça commence à remonter à au moins 6, 7 ans, là, voire même plus, ouais. Ouais. Il y avait beaucoup de fans d'Enterprise parce que la série venait de s'arrêter il y a quelques années et que bah ils avaient envie de poser des questions. Et je sens que il va falloir encore 2, 3 années pour qu'on ait le même effet qu'on a sur DS9 avec des gens qui demandent des documentaires pour comprendre l'époque, avec des gens, tu vois, on commence à peine sur Voyager à commencer à avoir de la documentation, à avoir tu vois, des interviews entre le public et les gars qui se parlent entre eux, qui racontent des choses sur le tournage. Ouais. Tu vois, ça, c'est ce qui manque à Enterprise. Tu Ouais. vois, c'est un peu la série qui est entre bah, l'ancienne génération et la nouvelle génération et je pense qu'il y a un public de millennials, gens qui sont nés un petit peu avant les années 2000, qui se disent bah on va pas faire l'effort, c'était sur Internet. Tu vois, on va pas faire l'effort de faire vivre cette série parce que ça doit être sur Internet. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Voilà. Alors que bah et pareil, tu vois, pour la petite blague, c'est pas dans les dossiers officiels Star Trek, c'est ceux qu'on avait reçus en France. Ah. C'est pas dans les dossiers officiels. Donc tu vois, c'est vraiment la série qui est passée à chaque fois à côté. Ouais, on pourrait définir comme ça. Enterprise, c'est la série qui passe D'accord. à côté de son public, à côté de son époque, et qui gagnerait, je pense, à avoir une petite conclusion un petit peu à la Babylon 5. Tu vois, un vrai téléfilm de conclusion 20 ans Hmm. après, ou si
sur une intrigue qui lancerait vraiment, parce qu'à la fin, on a le discours prologue à la Fédération des Planètes Unies, quoi. Ouais. Mais tu vois, une intrigue qui clôturerait cette guerre temporelle à cette époque et qui lancerait les prémices de tout ça. On a aussi, d'ailleurs, pas mal de choses dont j'en ai pas parlé, mais bon, la section 31 est pas mal évoquée dans Enterprise aussi, qu'on avait vu dans DS9 notamment. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Est-ce que vous avez des questions, public? Je vous écoute. Allô? Ah, on a oublié de diffuser sur le live. Mais je sais qu'on n'a pas des questions. Non, je plaisante. Non, mais oui, évidemment. Si Cyril pense cette fois à activer les commentaires sous la vidéo, n'hésitez pas à envoyer des questions. Mais il y a les commentaires sous les vidéos. Pas sous toutes. Il y a parfois des vidéos où les commentaires sont bloqués. J'ai oublié de le dire en introduction. Si vous n'écoutez pas cette émission sur le YouTube de Cyril, Star Trek Historia, vous l'écoutiez sur le label Galaxy Pop. Galaxy Pop, c'est très cool. Merci beaucoup à eux et elles d'accepter de nous diffuser. C'est super gentil de nous héberger. Cyril, moi j'ai plus rien à dire sur Enterprise. Si ce n'est que c'est cool. Regardez Enterprise si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que les gens qui nous écoutent l'ont déjà vu, probablement. Mais après, si vous partagez le même avis que moi ou pas, faut me le dire. Hein. Moi, j'ai l'impression d'avoir tout le temps raison. Faut me remettre à ma place. Mais tu as toujours raison, c'est vrai. Excusez-moi, là, en fait, quand il m'a dit qu'il n'y avait pas les commentaires sur... voilà, bref, j'ai toujours raison. Ça sera en off, ce que j'avais dit. Ok. Écoute, merci beaucoup Cyril. À très bientôt. On sait pas encore de quoi on va parler pour la prochaine. Je me pose des questions. Ah. Je vous avoue, je me pose des questions et je me dis, est-ce qu'on se ferait pas les fameuses, j'appelle ça les lignes rouges, mais c'est pas des lignes rouges du tout. Les fameuses sagas. Voilà, saga des Klingons, saga des Améliorés. Oh. Tu sais, dans toutes les séries, quoi. Ah ah. Tu vois, tout l'arc sur les Klingons, que ce soit dans TNG et DS9, c'est intéressant sur la guerre civile Klingon. On a l'arc de la guerre cardassienne. Ouais. Voilà, pourquoi pas. À vous de nous le dire. Aimez-nous. Ok, on va en parler un peu plus tard. Ok. Écoute, encore merci beaucoup à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao. Tu dis pas au revoir? Au revoir. Oh là là. J'ai oublié. Mais là, en fait, on est en période électorale, du coup. Ouais, au revoir. Je suis sûr que la communauté francophone de Star Trek, là, parce que quand je tape Star Trek Historia, c'est ce qui arrive en premier. Ouais, et je vois qu'au 24-02. Oui. Ah, c'est toi, Sinoc? Eh ben oui, c'est moi. Ah, tu sais ce connard, comment il sait que la prochaine c'est sur les Toliens? Venez sur la communauté francophone de Star Trek, c'est très très cool, on est super sympa. Mais on a fini d'enregistrer là, non? Non, j'avais pas fini, j'attendais. J'aime bien, comme ça me fait des petits bonus comme ça.